Bonjour, bienvenue sur le plateau de La Voix est libre. Samedi 11h30, le rendez-vous politique de France 3 Côte d'Azur. Nous commençons aujourd'hui les débats consacrés aux législatives et à un certain nombre de circonscriptions phares sur lesquelles nous allons nous arrêter aujourd'hui. La troisième circonscription. Je vous présente tout de suite nos invités. Gaël Nofri, bonjour, vous êtes candidat pour le Front National dans la troisième. Marouad Bouloudnine, vous êtes candidat Centre pour la France, c'est le nom exact, bonjour. En fait c'est le MoDem, bonjour. Christine Dorégeau, candidate Parti Socialiste dans la troisième circonscription. Rudy Sall, bonjour, vous êtes député sortant et candidat à nouveau pour l'UMP et le Nouveau Centre. Et puis Roselyne Gracq, candidate pour le Front de gauche. Alors, bonjour. Important, je vous dis tout de suite que c'est une circonscription un petit peu particulière puisqu'il y a énormément de candidats, il y en a 17. Vous allez donc découvrir tout de suite les noms des 12 autres candidats que vous allez voir par deux tableaux, 6 dans un premier temps et 6 dans un deuxième temps, les voilà. Donc 17 candidats dans cette circonscription, c'est énorme, c'est beaucoup, on va voir, c'est peut-être même le record dans les Alpes-Maritimes. Vous avez découvert les noms, on les reverra tout à l'heure. Voilà, donc on va passer au détail maintenant de cette circonscription. On va voir tout de suite une carte pour que vous compreniez bien exactement où est la troisième circonscription des Alpes-Maritimes. Alors voilà, c'est assez simplifié, mais c'est pour que les gens qui n'habitent pas Nice tout simplement comprennent. Donc en bas, on a la baie des Anges, le port de Nice. Et là, donc la circonscription, elle est définie par la ligne rouge pour que tout le monde comprenne bien. Il y a des quartiers très connus dedans, ce sont les quartiers nord et les quartiers est. Le Stade du Ray, l'hôpital Pasteur, la gare du Sud. Et donc, je vous disais, on est un petit peu plus haut, quartier nord et quartier est de Nice. 3 parties dans cette émission. D'abord, les dossiers propres à la circonscription. Ensuite, le contexte politique de la circonscription et du département. Et enfin, les enjeux nationaux, puisque l'élection législative est en grande partie nationale. Alors, on commence par les dossiers de la circonscription. Je précise d'ailleurs qu'il y a un certain nombre de grands thèmes qui étaient avant dans la deuxième circonscription, puisqu'il y a eu un redécoupage cette année pour ces législatives des circonscriptions. 3 cantons, le 5, le 6 et le 7, ont basculé dans la troisième. Alors d'abord, je vais vous poser la même question à tous les 5. Les grands dossiers, on verra tout à l'heure. Il y a le Stade du Ray, il y a la gare du Sud, il y a l'hôpital Pasteur. Enfin, tous, vous allez les développer. Il y a le prolongement de la ligne 1 du tramway notamment. La question est la suivante. Ces grands dossiers, ils ne sont pas forcément débattus à Paris. Il y a un maire, il y a des collectivités territoriales. Donc la question est la suivante. Si demain, vous êtes élu député de la troisième circonscription, comment vous pourrez faire avancer ces dossiers si vous êtes dans la majorité du président? Comment vous pourrez également les faire avancer si vous êtes dans l'opposition? Donc je vous pose la même question à tous les 5. On commence par Rudy Sall. Vous savez, depuis je suis député de la troisième circonscription, je me rends compte à quel point un député qui travaille et qui est actif peut défendre les dossiers de sa circonscription. Je vous donne un exemple. Le quartier de l'Ariane, par exemple, a eu, il y a quelques années, une zone franche qui a permis de créer 2000 emplois. Je me suis battu à une époque où personne ne pensait que la ville de Nice pouvait être éligible au titre de la zone franche. Cette zone franche, elle existe maintenant, elle a permis l'implantation d'un certain nombre d'entreprises et elle a permis de tirer, évidemment, le quartier vers le haut. De la même façon, le chantier de l'hôpital Pasteur a pu être soutenu et appuyé par les parlementaires que nous sommes, de même que le prolongement de la ligne 1 du tramway pour les financements de l'État. Donc c'est la raison pour laquelle il y a un travail effectivement législatif, mais il y a aussi un travail sur le terrain et qui permet ensuite d'être relayé au niveau national, car nous avons besoin des pouvoirs publics nationaux. La ville de Nice et la circonscription, bien entendu, méritent, au titre de 5e ville de France, de cette aide de l'État. Et donc, c'est le rôle d'un député d'aller défendre les dossiers à Paris. Alors, un point, Rudy Sall, on ne sait pas ce que vont donner les élections législatives. Au lendemain des législatives, vous serez ou encore dans la majorité ou encore dans l'opposition. Est-ce que ça change selon qu'on est dans la majorité ou dans l'opposition? Par exemple, pour un projet qui aurait besoin de financement de l'État? Eh bien, je vais vous donner un exemple précis. Lorsque nous avons lancé la construction d'un commissariat de police et d'un cantonnement de CRS à l'Ariane, la décision avait été prise par un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Charles Pasqua. Et puis il y a eu alternance, il y a eu ensuite un autre ministre de l'Intérieur qui s'appelait Daniel Vaillant. Et lorsque les travaux ont commencé pour la construction de ce commissariat de police, il y a eu un certain nombre de manifestations de quelques personnes très minoritaires qui ne voulaient pas d'un commissariat de police dans le quartier, soutenues à l'époque et relayées par M. Patrick Allemand, premier secrétaire fédéral du Parti socialiste. Le lendemain, j'ai posé une question d'actualité au ministre de l'Intérieur, car la demande
notamment de M. Allemand, c'était d'arrêter les travaux. Eh bien, le ministre de l'Intérieur, socialiste, m'a donné raison contre son représentant dans le département des Alpes-Maritimes. Parce que lorsque vous défendez un bon projet, lorsque vous défendez un bon dossier, eh bien, évidemment, il a des chances d'aboutir. Christine Dorégeau, donc c'est la même question, mais un petit peu à l'envers. C'est-à-dire qu'imaginons demain que vous soyez député, c'est la question que je pose à tout le monde. Bon, quoi qu'il arrive, de toute façon, le maire de Nice ne va pas changer. Donc, est-ce qu'au niveau de un député socialiste peut-il s'opposer à un projet qui est décidé par la mairie de Nice, par exemple ? Alors j'entends bien votre question et je voudrais juste répondre pour dire que nous ne devons pas habiter la même circonscription. À savoir qu'effectivement, on nous parle de travaux éventuellement, etc. À venir, on a des populations qui sont en grande souffrance dans cette circonscription et les travaux n'avancent pas. C'est simple, je veux dire que ce soit sur le tram, à l'Ariane, à la Trinité, allez parler aux électeurs et aux gens qui vivent à l'Ariane, vous allez voir comme ils sont satisfaits des grands travaux qui n'ont jamais été réalisés. Oui, les choses vont changer. Dans la mesure où on a un président en place aujourd'hui, avec des grands projets sur le territoire. On a aujourd'hui, sur la ville de Nice, vous le savez, une majorité qui est, elle, de droite, un conseil général qui est à droite, nous avons une métropole qui est de droite. Alors, vous savez, l'alternance, c'est important. Dans cette ville aussi, au Parlement, c'est nécessaire. Et c'est nécessaire surtout parce qu'on va accompagner les grands projets de François Hollande sur tout le territoire. Et vous avez d'ailleurs noté qu'il y avait un ministère qui va être consacré là-dessus. Avec Madame Duflot. Oui, mais la question que je vous posais, c'était, étant élu député, comment vous vous opposez à un projet qui est décidé par le maire de Nice ? Alors, on s'opposera au maire de Nice dans le cadre du conseil municipal, bien évidemment. Si le projet est nécessaire et réaliste, et parce que nous sommes des gens tout à fait responsables, nous le soutiendrons, comme effectivement avoir la ligne 1 ou la ligne 2 du tramway. On aurait dû avoir d'ailleurs la 2 avant. Je suis toujours très étonnée d'entendre de la part de M. Salm, enfin, il fait exactement ce que fait M. Estrosi, à savoir les projets ne sont pas portés en cohérence avec le national. Là, nous aurons la cohérence locale, départementale à notre niveau et on aura une cohérence nationale. Alors, on termine avec les 3 autres candidats. Donc, Gaël Nofri, ensuite Marane Bouloudine et Madame Gracq. Là aussi, quelle conception vous avez de votre rôle de député si vous êtes élu? Est-ce que vous pensez avoir une marge de manœuvre suffisante pour infléchir l'évolution d'une circonscription ou est-ce que c'est uniquement un dessein national? Non, d'abord, permettez-moi juste en préambule, vous avez montré la carte de la circonscription. Je voudrais rajouter quand même qu'il y a 3 communes extérieures à la circonscription dont on n'a pas parlé, qui sont la Trinité, Falicon et Saint-André-de-la-Roche. Concernant la place d'un député, effectivement, un député, c'est avant tout un élu national. Mais c'est aussi un élu d'une circonscription. Il doit être en lien avec les préoccupations de ses électeurs. Et effectivement, il a une légitimité, de par son élection, pour porter un certain nombre de dossiers, pour défendre un certain nombre de valeurs, de principes et d'attentes de ses électeurs. Je crois que depuis 25 ans que M. Rudissal, 24 ans que M. Rudissal est élu, il y a une certaine lassitude. J'ai le sentiment qu'il n'y a pas une volonté de porter de nouveaux projets. J'ai l'impression qu'il y a une certaine lassitude. Et moi, je me propose de porter effectivement un certain nombre de projets en faisant valoir le fait que mon élection, en toute indépendance, indépendant à la fois de la gauche et de la droite, sera mise au service des électeurs de cette circonscription, des attentes des électeurs de cette circonscription, des dossiers qui n'ont pas évolué, je crois qu'on va en reparler, mais notamment la prison Pasteur, qui à mon avis est un gros dossier. Ouais. Alors je vous coupe, avant de vous redonner la parole, juste un mot, je vous demande pendant tout ce débat de m'écouter, parce que vous savez qu'il y a le Conseil supérieur de l'audiovisuel, on doit respecter un certain nombre d'équité en matière de temps de parole, donc on me dit les temps dans l'oreillette et je vous demande de m'écouter. Je redonne la parole à Rudissal un petit moment et après je reviens vers vous pour répondre juste aux 2 attaques qui ont été faites là concernant les travaux de la ville de Nice. Écoutez, c'est très clair, avec un député socialiste, on sait très bien que les dossiers de la ville de Nice ne seraient pas défendus à Paris, c'est très clair. Il y a une volonté d'opposition au sein du conseil municipal qui se prolongera bien évidemment au niveau national, comme c'est déjà le cas avec le conseil régional, où en permanence les subventions ont du mal à venir de Marseille. Et donc nous en souffrons au niveau régional, essayons de faire en sorte qu'on n'en souffre pas non plus au niveau national, parce que nous n'aurions pas un député pour nous défendre. Quant à M. Nofri, il parle de projets à soutenir, je n'ai pas encore compris lesquels, mais enfin, vous savez, je tiens à vous rassurer, M. Nofri, il n'y a aucune lassitude de ma part, je tiens à vous rassurer, et je suis très présent sur le terrain, vous devez le savoir. Roselyne Gracq, donc je rappelle, Front de gauche, Roselyne Gracq, il y a beaucoup de thèmes développés par le Front de gauche, donc qui ont eu d'ailleurs un certain succès à la présidentielle, qui sont des thèmes nationaux. Comment vous comptez les défendre si vous êtes
élu député? Et surtout, est-ce que c'est des thèmes que vous pensez, si vous êtes élu député, pouvoir décliner à l'intérieur d'une circonscription? Bien sûr. Bon, alors voilà, pour nous, un député, évidemment, comme pour tout le monde, c'est un représentant du peuple. C'est donc quelqu'un qui établit les lois, et ces lois doivent être en réponse aux besoins d'une population et servir le vivre ensemble. Donc la campagne du Front de gauche, elle a été remarquée et remarquable, précisément sur le thème « Prenez le pouvoir » et sur le thème de la révolution citoyenne, c'est-à-dire l'implication la plus totale du peuple dans la vie publique et dans la vie sociale et dans la vie politique. Notre démarche n'est pas du tout de faire venir la politique au peuple, mais au contraire que le peuple aille à la politique. Et pour cela, nous avons une démarche, et cette démarche, c'est la constitution d'ateliers législatifs, voyez-vous, à savoir que nous réunissons les personnes, les habitants d'une circonscription en l'occurrence, pour définir d'abord leurs besoins, les formaliser et participer à la construction de la loi. Voilà. Donc une façon, voyez-vous, d'établir un aller-retour. Une démocratie participative, en fait. Une démocratie participative, une démocratie vivante, une révolution citoyenne, c'est que nous disons le peuple doit prendre les commandes et doit se retrouver en capacité de lui-même proposer ce qu'il pense être bon pour lui, c'est-à-dire l'intérêt général. On termine ce premier tour de table. Marouane Bouloudline, donc je disais, un centre pour la France, c'est le nom du MoDem en fait pour les candidats qui sont les candidats du MoDem aux législatives. Donc pareil, votre rôle de député, comment vous le concevez si vous êtes élu, rôle national ou remonté effectivement, comme dit Madame Gracq, de considération départementale et d'une circonscription? Si les électeurs me font confiance, moi élu de la 3e circonscription, moi député de la 3e circonscription, je ne me battrai pas pour des projets. Je me battrai pour des hommes et des femmes qui sont en train de souffrir, que je vois tous les jours à ma consultation, qui sont en train de dire « on ne veut plus que les choses soient comme avant ». Et c'est pour ça que moi je serai un homme libre. Je serai toujours un homme libre. Et je m'engagerai et je dirai oui à de bons projets. Et je dirai non à de mauvais projets. Pas des projets pour mon parti, pas des projets pour mon clan, pas des projets pour garder ma place parce que je n'ai pas de métier. Non, je n'en ai pas besoin de ça. Je soutiendrai les projets qui sont bons pour mon pays. Ce que vous voulez dire, c'est être un petit peu dans la lignée de ce qu'a longtemps dit François Bayrou, en tout cas jusqu'à sa prise de position pour le second tour, c'est-à-dire on voit au cas par cas et on peut être pour des projets de droite et pour des projets de gauche, c'est ça? Je pense qu'aujourd'hui, le peuple de France n'a plus envie d'avoir cette barrière qui est imaginaire. Il n'y a pas d'un côté les bons à droite, les bons à gauche, etc. Non, je n'ai jamais vu. Pour moi, une bonne idée, ça reste une bonne idée. Si elle vient de droite, je la soutiendrai. Si elle vient de gauche, je la soutiendrai. Je dirais juste à M. Rudissal que nous sommes 2 députés de droite, parce que je suis de droite, parce que je suis un gaulliste social. De candidat, vous voulez dire? Oui, je suis un gaulliste social. Donc, et je ne tournerai pas ma veste comme certains l'ont déjà fait. Alors, ce débat, on le reprendra après parce qu'on va voir justement le contexte politique de la circonscription. Je voudrais qu'on termine avec donc les grands dossiers de la circonscription. Alors, j'ai dit, dans le désordre, il y a le stade du Rail, il y a la gare du Sud, il y a l'hôpital Pasteur, il y a le prolongement de la ligne 1 du tramway, il y a la prison, il y a l'usine d'incinération de l'Ariane. Enfin, il y a beaucoup de dossiers. Là aussi, je vous demande assez rapidement de me donner à chacun vos priorités et vos projets. Et on passe après à l'aspect purement politique. Christine Dorégeau, on commence par vous. D'accord, merci. Écoutez, je crois qu'il y a 2 projets qui sont centraux, pour nous en tous les cas, ici, la gauche, le PS, mais aussi, et je parle d'Europe Écologie volontiers, puisqu'ils ont énormément travaillé sur le projet du Grand Stade. Et donc en contrepartie par rapport à celui du stade du Ré, stade Léo Lagrange d'ailleurs. Juste une parenthèse, parce que les gens qui nous écoutent ne sont pas forcément de Nice, donc il va y avoir un grand stade, le stade du Ré va être laissé, donc il faut savoir ce qu'on en fait. Tout à fait. Alors, que faisons-nous de ces 7 hectares? De quelle façon ils vont être réaménagés? De quelle façon la concertation et la consultation va s'effectuer? En fait, aujourd'hui, on a eu un certain nombre de réunions. Et on se rend très bien compte que la ville voudrait utiliser, si vous voulez, à un moment donné, ce lieu pour des projets qui ne seraient pas forcément des projets à disposition des habitants, mais du bâti. Alors du bâti, il en faut dans cette ville, nous sommes des gens tout à fait responsables, du bâti social, de la mixité, mais il faut diversifier. Ça, c'est déjà un premier projet, sachant qu'il faut qu'on garde un poumon vert. C'est absolument nécessaire au Ré. Qu'est-ce que vous voulez faire au Ré? Alors déjà, nous aurions souhaité que ce soit classé en zone NA. Et NA, ensuite, ça veut dire quoi? NA, ça veut dire nature. Quoi?
c'est-à-dire c'est un poumon. Ouais. Et ensuite, on n'en fera pas un mini Bercy parce que qui paye? Donc il va falloir tout dire aussi aux Niçois. On ne peut pas demander à chaque fois de charger au niveau de l'impôt. Et le deuxième projet, c'est le prolongement de la ligne 1 du tramway sur des populations qui ont un bus qui s'appelle le numéro 16, qui prennent tous les jours, voyez, pour venir en centre-ville. Alors, ce n'est pas tout de créer des zones franches si on n'arrive pas à atteindre les habitations. La ligne 1 et jusqu'où? Tout à fait, à l'Ariane et à la Trinité. C'était un engagement de 2009 qui avait été pris ici en mairie, qui n'a pas été tenu. Voilà. Je crois que ça, ce sont les deux priorités. Alors ensuite, nous avons d'autres dossiers comme la prison, mais enfin, déjà pour vous donner cet axe de campagne. Gaël Nofri. Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de dossiers sur cette circonscription. Je pense qu'effectivement, le prolongement de la ligne 1 de tramway est quelque chose d'essentiel. Le tramway, c'était un tout. Ça avait été conçu comme ça. Et le but n'est pas de laisser un tiers des personnes qui sont potentiellement desservies par la ligne 1 de côté. C'est une vision de l'aménagement du territoire global qu'il faut avoir. Et à mon avis, c'est ce qui fait défaut à l'actuelle municipalité. Deuxième chose qui me paraît essentielle, c'est la prison de Pasteur. C'est une honte, cette prison. Pour une fois, je suis assez d'accord avec M. Rudissal qui avait dit dans une interview il y a un petit moment, c'est un scandale. C'est un scandale, cette prison. Oui, c'est un scandale. Mais vous aviez pointé à l'époque l'irresponsabilité du ministère de la Justice. Vous aviez pointé du doigt le manque de volonté des politiques locales. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le temps? 5 ans, un mandat entier. Non, il faut que le député de cette circonscription prenne sa fonction comme une possibilité de dénoncer cette prison. C'est une prison honteuse d'un point de vue humain, d'un point de vue urbain. Il faut véritablement pousser le gouvernement à agir au plus vite. Les divisions politiques ont causé le report du projet d'aménagement de la prison Pasteur. Il faut aujourd'hui des élus qui soient au service de l'intérêt général. Et puis je terminerai très vite, puisque je sais qu'on est pressé par le temps, par un projet qui n'est pas directement lié à cette circonscription, mais qui concerne toute la ville de Nice. Tous les députés, tous les élus de la ville de Nice devraient être mobilisés sur la question de la ligne à grande vitesse. Elle est reportée régulièrement. Nous avions un maire, député, ministre de l'aménagement du territoire, un adjoint au tourisme, député. Et où en est-on? Ouais, ça dépasse la troisième, ça. Oui, mais c'est c'est la survie de Nice qui est en jeu. C'est la survie de Nice qui est en jeu. C'est la survie économique de Nice. Si nous n'avons pas le TGV qui relie Paris à Nice en moins de 4 heures, Nice se fera happer par des villes plus grandes, Marseille, voire Gênes, dans un ensemble européen plus vaste. Roselyne Gracq, les grands dossiers donc, de la circonscription. Ensuite, Marois de Boulogne, on terminera par Rudissal, puisque tous les quatre, vous l'attaquez un petit peu là-dessus. Donc, on donnera la parole à la défense. Roselyne Gracq. D'accord. Merci de me donner la parole. Donc, en fait, moi, ce dont je voudrais parler, c'est évidemment le prolongement de la ligne numéro 1 du tramway. C'est aussi de la prison, peut-être en des termes un peu différents, mais complémentaires à ceux de M. Nofri. Et puis, du logement. Du logement qui est un problème national, régional, local, qui touche évidemment notre circonscription. Le logement, pour nous, c'est une affaire essentielle. Ça n'est pas un produit spéculatif ou financier, mais c'est par contre la nécessité et la condition, c'est une des conditions de l'épanouissement personnel. Avec un logement, vous savez qu'avoir un toit sur la tête, c'est satisfaire un besoin élémentaire qu'il est absolument indispensable de solutionner. Et ça permet de trouver un travail, ça permet d'avoir une vie digne et ça permet de construire une famille. Donc, de s'insérer dans la vie sociale et de s'épanouir. Et en France, il y a 8 millions de mal logés. C'est un chiffre énorme. Et il y a à peu près 3 millions de personnes qui rentrent dans les critères d'attribution d'un logement social. Voilà un chiffre qui est en augmentation depuis 10 ans d'environ 25%. Donc là aussi, vous partez d'un constat national. Un constat national sur avec une déclinaison locale, territoriale très forte, d'autant que la ville de Nice ne répond pas aux exigences de la loi SRU sur le logement, qui impose la construction de 20% de logements sociaux. Donc c'est un point très très important sur lequel le Front de gauche a évidemment des propositions à faire, d'autant que 70% des habitants de la ville de Nice sont éligibles à l'attribution d'un logement social. Marwan Bouloudine, donc vos priorités pour les dossiers de la circonscription. Je pense qu'il y a 3 priorités qui concernent vraiment nos concitoyens et dont ils souffrent
C'est la sécurité. Quand on entend les discours à droite et à gauche, on a l'impression que tout est réglé. Mais rien n'est réglé, messieurs, dames. Réveillez-vous. Rien n'est réglé. Il y a nos gens qui souffrent, nos braves gens qui sont là. Et puis on entend ces discours, on se gargarise en disant on a bien fait, on a augmenté des chiffres. Mais rien ne change parce que moi, je suis sur le terrain. Je n'ai pas changé. Deuxième point, les transports. Comment pouvoir organiser un plan des transports quand on a 3 voitures et 3 chauffeurs? On a l'impression que ces gens qui sont là, ils ne vivent pas avec le peuple. Ils vivent à côté du peuple. On leur demande aujourd'hui de prévoir des transports, les stationnements. Je parlais des stationnements. Et surtout pour les médecins libéraux et les infirmières, dont je suis. Je veux dire, ils n'arrivent même pas à aller voir les patients aujourd'hui. Et quand ils se garent, ils se prennent un PV. Parce qu'on a mis des caméras, non pour tenir les voleurs, ni les délinquants. On a mis des caméras pour verbaliser les honnêtes gens. Voilà. Donc sécurité, stationnement et la troisième. Stationnement, et puis le logement. Moi, si vous m'élisez député de la 3e circonscription, je demanderai un audit sur la procédure d'octroi des logements sociaux. Voilà. Il y a des choses qui ne sont pas claires. C'est-à-dire? Il faut remettre l'égalité et l'équité au centre de nos préoccupations. Et de faire du clientélisme, ça suffit. J'étais dans le système. Dieu merci, on m'en a sorti. Oui, on va reparler de ça tout à l'heure. Donc je vous coupe parce qu'il faut qu'on avance un petit peu. Rudy Sall, donc vous avez à la fois un projet et vous avez à la fois un bilan puisque vous êtes le sortant. Donc vous êtes là également pour le défendre et pour montrer vos perspectives d'avenir. Donc vous pouvez répondre aux 4 là qui vous ont quand même pas mal attaqué. Oui, écoutez, je ne ressens pas que ça comme des attaques, franchement. Il n'y a rien de personnel, vous savez... Non, je parle des projets. Hein. D'abord, le stade du rail. Madame Dorégeau, c'est bien de vouloir décréter la place de la population. Nous voulons un grand espace vert. Ça n'est pas la formule qu'a retenue Christian Estrosi et notre municipalité. Nous avons souhaité ouvrir une concertation avec la population. Nous avons mis en place des commissions qui vont se réunir dès le mois de juin avec l'ensemble des comités de quartier, avec les associations. Et vous le savez, vous êtes venu il y a quelques jours dans un comité de quartier le plus concerné, qui est le quartier de Saint-Maurice. Vous êtes fait éconduire par le président du comité de quartier qui vous a dit... Mais vous n'avez rien dit et c'est honteux. Madame, on ne vous a jamais vu. Et c'est honteux ce que vous avez dit. Vous êtes indigne. Non, je ne suis pas indigne. Oui. Moi, j'ai apporté des solutions. Nous avons réuni les comités de quartier qui sont concernés et les travaux vont se dérouler pendant toute l'année pour pouvoir bâtir ensemble un projet qui réponde aux aspirations de la population. Alors, vous pouvez vous décider qu'il faut un espace vert. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut. Je souhaite écouter et entendre la population. Pour ce qui concerne la poursuite de la ligne 1 du tramway, elle se fera. Mais la municipalité a souhaité lancer la ligne 2 parce que nous savons bien qu'il y a un engorgement très important également avec les quartiers ouest. Et puis je rappellerai simplement à Madame Dorégeau, je m'excuse, Madame Dorégeau, c'est pas vous que je vise, ni Madame Grac, mais le Conseil régional a la possibilité d'intensifier la ligne SNCF Nice-La Trinité. Et si nous avions une rame toutes les 10 minutes, elle ferait office de RER. Nous aurions là la possibilité d'un transport très rapide entre La Trinité, l'Ariane et le centre-ville. Et enfin, pour ce qui concerne la maison d'arrêt, monsieur, c'est un dossier que je connais bien, c'est un dossier difficile. Des travaux ont été faits pour améliorer la condition non seulement des détenus, mais aussi du personnel. Et d'ailleurs, vous le savez, l'ensemble des élus peuvent aller visiter la maison d'arrêt pour voir ce qui s'y passe, pour voir dans quel état c'est. Mais je souhaite depuis toujours son déménagement. Et je peux vous dire que c'est difficile. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas de dire on va déménager la maison d'arrêt. Il faut savoir où on va la mettre. Et c'est là que le bas blesse, parce que, évidemment, personne ne la veut. Et c'est la raison pour laquelle... c'est là qu'il aurait fallu qu'un député de la circonscription fasse valoir l'intérêt général face aux intérêts électoraux de M. Estrosi. Monsieur, laissez-moi terminer. Votre ami, M. Perra, n'a rien fait sur le sujet pendant les 13 ans où il était maire. Parce que s'il avait fait quelque chose en 13 ans, il avait le temps de proposer la construction d'une nouvelle maison d'arrêt. Alors, Monsieur Nofri, qui s'y sont opposés pour protéger la circonscription je ne vous ai pas interrompu. Vous prendrez la parole au moment où M. Migou vous la donnera et vous me laissez terminer. Je vous en remercie. Je vous en remercie. Simplement, c'est un dossier difficile, mais qui trouvera évidemment une solution parce qu'on trouvera enfin le bon site et j'espère qu'à ce moment-là, ce ne sera pas une question de droite ou de gauche, ce sera une question de bon sens et que le problème sera enfin résolu. Alors, on va passer donc à la deuxième partie donc, que je vous avais annoncée, c'est-à-dire le contexte politique local et à la fois départemental. On va faire ça avant midi. Alors, je voudrais d'abord qu'on voit des tableaux qui vont montrer un petit peu la situation politique de la circonscription telle qu'elle est ressortie au moment de la présidentielle. Vous allez voir, c'est assez intéressant. 3e circonscription, donc premier tableau, c'est le premier tour de la présidentielle, donc en 2012, là il y a quelques jours. Alors, vous voyez que Nicolas Sarkozy arrive en tête avec 33,44, Marine
Marine Le Pen deuxième, 23. Troisième, François Hollande, 23. Ils sont assez voisins. Jean-Luc Mélenchon, 9 et quelques. Et François Bayrou, 6,62. Premier tour de la présidentielle, deuxième tableau à Nice. C'est pour ça en fait qu'on avait voulu vous montrer ça, donc sur l'ensemble de la ville de Nice. Et vous allez voir que c'est assez semblable. C'est pratiquement les mêmes chiffres. 34 pour Nicolas Sarkozy, 23 pour Marine Le Pen, 22 pour François Hollande, 9 pour Jean-Luc Mélenchon et 6 pour François Bayrou. Donc au premier tour, un comportement assez identique entre la troisième circonscription et l'ensemble de la ville de Nice. Et pareil au second tour, deuxième tour dans la troisième circonscription, Nicolas Sarkozy 59 et quelques, François Hollande 40,5. Et pour Nice, l'ensemble de la ville de Nice, on voit le quatrième tableau tout de suite. Ben, c'est à peu près pareil, à quelques virgules près. Donc Nicolas Sarkozy fait 60,35% sur l'ensemble de la ville de Nice et François Hollande 39,65%. Donc on a une circonscription, on voit le dernier tableau, on a une circonscription qui se comporte à peu près comme la ville de Nice. En revanche, on a des situations à l'intérieur de la circonscription et au niveau des candidats qui sont un petit peu compliquées, à la fois à gauche et à droite et au centre. On va voir ça dans l'ordre. Vous pouvez intervenir comme vous voulez. On va commencer par la gauche. Christine Dorégeau, il y a une désunion dans la troisième circonscription. Il y a un candidat du Parti radical de gauche qui s'appelle Jean-Christophe Picard qui a maintenu sa candidature. Vous avez tenu une conférence de presse avec Patrick Allemand mercredi, avec des responsables d'Europe Écologie, du mouvement républicain et citoyen de Jean-Pierre Chevènement. Patrick Allemand a eu des mots très durs. Il a dit que Jean-Christophe Picard était un toxique, un récidiviste, qu'il fallait solder les comptes. Jean-Christophe Picard lui dit qu'il y avait un accord national entre le PS et le PRG en 2007 pour un candidat unique dans la troisième circonscription. On va tout de suite écouter sa réaction et vous réagissez derrière. On écoute Jean-Christophe Picard. Avec le PS, c'est toujours pareil, on va toujours vers la défaite. Pour les cantonales, il n'y a pas eu d'accord non plus, donc il y a eu des candidats Europe Écologie contre les radicaux de gauche sortants, donc on a perdu Dominique Bois-Mottard comme ça, et donc à partir de là, nous, les radicaux de gauche, ont été aussi candidats dans d'autres cantons, mais à partir du moment où il n'y a pas d'accord, évidemment, il n'y a pas de candidature commune, ça c'est, par définition, c'est comme ça que ça se passe. On a vu au cantonal ce que ça a donné, et on voit que Patrick Allemand remet la même stratégie, c'est-à-dire des accords partiels avec seulement quelques partis politiques, ça ne suffira pas à créer la dynamique. Et en outre, il ne choisit pas les candidats les mieux implantés dans la circonscription. Dans la troisième circonscription, il est évident que c'était un radical de gauche qui devait être titulaire. Et on pensait notamment à Patrick Mottard, qui est le seul conseiller général de gauche dans la troisième circonscription. Patrick Allemand a démontré une nouvelle fois son incapacité à garder son sang-froid, son incapacité à rassembler la gauche. Il y a quelques jours, Christian Estrosi insultait Christiane Taubira. Aujourd'hui, Patrick Allemand m'insulte. On voit bien que quand la gauche ressemble à la droite, ce n'est plus vraiment la gauche. Et le PRG estime avoir intérêt à proposer aux citoyens, aux électeurs, une gauche qui respecte les autres. Voilà, bon, donc j'avais dit, on commence par ce point-là. Christine Dorégeau, expliquez-nous ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Patrick Mottard, qui a failli quand même être maire de Nice, face à Jacques Perrat, qui est élu, qui est connu dans la troisième circonscription. Il est conseiller général. Là, vous partez tous complètement désunis. Souvent, au PS, on dit, dans les Alpes-Maritimes, on est un peu en terre de mission, etc. Vous mettez 3 candidats, c'est un peu incompréhensible. Bien, écoutez, je suis très heureuse de pouvoir justement expliquer et surtout dénoncer ce qui vient d'être dit par M. Picard. Non seulement nous avons un accord d'unité, nous l'avons avec l'ensemble des partis. Alors, je respecte tout à fait mes autres camarades du Front de gauche, On du va leur Parti donner de gauche. la parole tout à l'heure parce qu'ils se présentent voilà. aussi Oui, séparément. non, mais il n'y a pas de souci. Si vous voulez, au niveau de la majorité présidentielle, c'est-à-dire du Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, le MRC, et aussi, et vous avez bien, le mouvement républicain et citoyen de Jean-Pierre Chevènement, bien entendu. Nous avons un accord. Nationalement, il y a eu des circonscriptions qui ont été définies et accordées dans le cadre, et vous le savez, avec les Verts, le PRG, etc., dans un cadre national. Ici, localement, vous avez raison de le souligner, nous avons un conseiller général qui est Patrick Mottard et qui nous a signé un accord pour ne pas être candidat. Alors, si vous voulez, toutes les idées sont bonnes à prendre. Les mensonges me gênent. Alors, c'est vrai que c'est un récidiviste, Monsieur Picard. C'est vrai, effectivement, que c'est une aventure personnelle. Il est vrai que ça fait déjà, je crois, 4 élections. Ça remonte, si ma mémoire est bonne, du temps où on avait un monsieur, qui était un grand monsieur, qui était Monsieur Cavaglione. Et puis, ça a été contre une candidate verte. Et puis, ça a été au régional. Mais où il a refusé d'appeler à voter. Mais il faut le dire. Non, mais Christine Dorégeau, ce que vous nous expliquez, c'est une sorte un peu de cuisine interne que je veux bien comprendre. Ah oui, non, mais de l'extérieur, ce qu'on voit, c'est que vous êtes 3.
Oui, mais je comprends ce que vous voulez dire. Mais de l'extérieur, vous êtes 3. Il fera toujours en sorte d'aider la droite dans ce département et dans cette ville. Est-ce que c'est pas un peu suicidaire? De sa part, sûrement. Même, et pas de la part collectivement de la gauche dans le département? On a des gens tout à fait responsables dans ce département. Au niveau, justement, du Parti radical de gauche, et vous avez cité un élu qui fait son travail et avec qui on entretient des relations normales, que l'on a soutenu sur les dernières cantonales. Et nous aurons probablement encore à le faire et nous le ferons bien volontiers. On ne peut pas avoir des électrons libres qui, à un moment donné, décident pour d'autres. Là où c'est encore plus compliqué, c'est qu'il y a un candidat front de gauche. Donc je m'adresse à vous, Roselyne Gracq. On sait que ça a un petit peu discuté quand même pour savoir si on n'allait pas faire quelques candidatures communes. Finalement, ça n'a pas été le cas. Donc bon, la question, c'est un peu la question qu'on vous pose aussi au niveau national. Est-ce qu'après le résultat de Jean-Luc Mélenchon, vous n'avez pas un petit peu la grosse tête quand même? Parce que vous allez partout tout seul. Regardez-moi bien, je ne pense pas avoir la grosse tête. Non mais le parti, je parle pas de vous. Oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Ça vaut pour le front de gauche, ce que je viens de vous répondre. Vous savez, nous avons demandé, Jean-Luc Mélenchon en personne a demandé depuis près d'1 an au Parti socialiste une négociation portant sur les circonscriptions à risque. Ce que nous appelons des circonscriptions à risque, ce sont celles où la gauche avait présenté un risque de ne pas être présente au 2e tour. Et donc, ce que nous voulions faire, c'était de constituer un bouclier anti-droite. Voilà. Parce que nous voulions éviter à l'électeur d'avoir ce crève-cœur à se prononcer entre la droite populaire et le Front national, l'extrême droite, autrement dit. Donc, nous avons engagé ces négociations. Bon, tout ce qu'on peut voir, c'est qu'elles ont pour l'instant échoué. Donc, en réalité, il y a 2 propositions à gauche. Au premier tour de l'élection présidentielle, nous avions un gros travail à faire, c'était se débarrasser de M. Sarkozy. Voilà une affaire conclue, réussie, et tout le monde s'en félicite, Mme Dorégeau et nous-mêmes, bien entendu. Et le deuxième? Deuxième étape, c'est une discussion sur les projets politiques. Voilà. Et ça, c'est ce qui a donné lieu à discussion. Donc il y a, excusez-moi, je termine juste l'idée, parce que je n'ai pas eu beaucoup la parole. Non, mais vous savez ce qu'on va faire, je vous coupe juste parce qu'il y a le flash de midi, je vous redonne la parole après. Okay, je vous présente les invités qui sont avec nous ce matin. Gaël Nofri, candidat Front National, Marouad Bouloudnine, candidat donc Centre pour la France Modem, Christine Dorégeau pour le Parti Socialiste, Rudy Sall, député sortant, UMP Nouveau Centre, et Roselyne Gracq, donc candidat Front de Gauche. Je vous rappelle également que c'est une circonscription où il y a 17 candidats, c'est-à-dire qu'il y en a 12 autres. On va donc vous remontrer les tableaux des 12 autres candidats, un tableau avec 6 candidats et un tableau avec les 6 autres. Comme ça, vous pourrez avoir la liste complète de tous les candidats. On termine avec la gauche. Vous avez dit que je revenais vers vous, Roselyne Gracq. Donc vous nous aviez dit, c'était faire partir Nicolas Sarkozy, on a compris que c'était fait. Et 2, vous disiez après, il faut qu'il y ait un accord sur les projets. Alors la question que je vous pose, c'est que dans la 3e circonscription, ça montre que pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'accord, parce que vous avez 2 candidatures différentes. Alors, il y a deux candidatures différentes, mais ça veut dire donc 2 projets qui ne sont pas en opposition, mais qui sont Madame Dorégeau, le Parti socialiste, ce n'est pas pour le Front de gauche un opposant, nous sommes en compétition avec le Parti socialiste et nous sommes en compétition sur la détermination que nous avons à affronter la finance internationale. Nous allons un peu plus loin que le Parti socialiste et nous en sommes bien contents. Un mot, parce que je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit tout à l'heure qu'un des grands combats du Front de gauche, c'était le Front national. Gaël Nofri vous répondra sûrement. Jean-Luc Mélenchon se présente contre Marine Le Pen. Est-ce que vous êtes bien consciente quand même qu'en ayant 3 candidats comme ça à gauche, il est possible qu'il y ait un duel Rudy Sall, Gaël Nofri? C'est une possibilité. Oui, d'accord. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire avec les prises de position nationales? Alors, la 3e circonscription n'a pas fait partie des accords nationaux et aucune discussion n'a été engagée pour ce qui nous concerne ici. Donc il y aura bien 2 projets qui seront présentés en compétition et cette divergence de point de vue, cette diversité plus que la divergence, est finalement bénéfique à la démocratie. C'est le peuple qui va trancher entre ces 2 projets. Et la diversité n'affaiblit pas la gauche. Voilà l'idée que je voulais vous faire passer. Au premier tour, nous nous sommes rassemblés. Au 2e tour de la présidentielle, nous nous sommes rassemblés et nous avons réussi. Nous ferons évidemment de même au 2e tour dans la 3e circonscription. Je suis sûre
que si c'est toujours le parti de gauche placé en tête qui sera soutenu par l'autre. Je suis sûre que Mme Dorégeau fera ainsi si je suis placée en tête, et nous ferons de même si c'est le cas pour le Parti socialiste. Alors, on a dit donc qu'il y avait une situation assez complexe à gauche, on vient de la voir. Il y a une situation pas très simple non plus à droite et au centre. On va la voir maintenant avant de passer aux enjeux nationaux. D'abord, Gaël Nofri, on a vu sur les tableaux, là, dans la 3e circonscription, notamment au premier tour, le Front National a fait pratiquement jeu égal avec le Parti socialiste. Quel est votre objectif pour cette élection législative? Est-ce que c'est de devenir un des nouveaux pôles d'attraction à droite, comme vous le prétendez, au niveau national? Nous voulons construire ici, comme ailleurs, le rassemblement bleu marine. C'est-à-dire que je viens de ce qu'on appelle la droite classique, la droite parlementaire, et je suis allé vers Marine Le Pen et vers le nouveau projet de société qu'elle propose. Je crois qu'il y a véritablement quelque chose à porter dans cette circonscription. Il y a des gens de droite, vous l'avez montré. La majorité de la circonscription est largement à droite. Je crois que les gens qui, en 2007, ont fait confiance à Nicolas Sarkozy se sont sentis trahis par 5 années d'exercice du pouvoir. Je crois que le discours qu'a eu Nicolas Sarkozy en 2012 n'est pas le discours qui convient à M. Rudissal. Ce n'est pas le discours d'un centriste. En réalité, en courant après les voix du Front National, Nicolas Sarkozy a bien montré que si l'on veut construire une droite, une vraie droite, une droite capable de s'opposer à la gauche, une droite qui ait une dynamique, eh bien il faut que cette droite-là soit une droite des valeurs, une droite nationale, populaire, patriotique, pas la droite du Fouquet's, pas la droite ultralibérale, pas la droite européiste. C'est cela que je veux porter, et donc mon ambition dans ce cadre-là, c'est d'apporter une voix à l'Assemblée nationale aux 7 millions, plus de 6 millions et demi d'électeurs qui ont voté pour Marine Le Pen aux élections présidentielles et qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, ce qui est un dédain de démocratie. Alors on va voir la situation, donc j'ai dit à droite et au centre, Marouane Mouloudine et ensuite Rudissal. Bon, Marouane Mouloudine, en plus vous êtes un peu en retard, donc je rappelle, vous avez démissionné de l'UMP en décembre 2010, après le débat sur la laïcité, et puis vous n'êtes plus là dans la majorité municipale de Christian Estrosi, après un clash, on peut dire ce qui s'est passé lors d'un conseil métropolitain, c'était au mois d'avril. Alors d'abord, votre positionnement actuel, pourquoi le MoDem? Non, je vais vous raconter une histoire d'abord, Monsieur Migou, parce que c'est important. Oui, mais vous me répondrez pourquoi le MoDem? Bien évidemment. Moi, je suis chirurgien. Et ma passion, c'est au service des autres. Je n'avais rien demandé. Et on est venu me chercher. J'ai dit 2 choses. J'ai dit 1, je ne suis pas un béni oui-oui. 2, ça dépend pourquoi faire. Et puis, on m'a raconté une histoire. Elle paraissait fort belle, j'y ai cru. Et puis, dans cette histoire, Cendrillon s'est transformé en Belphégor. Et puis, il faut être en accord avec sa conscience. Je ne brigue rien. Si, je brigue à représenter dignement ces électeurs de la 3e circonscription qui aujourd'hui en ont marre. Parce que je reste de droite et un gaulliste social. Pour moi, c'est ça la droite. La vraie droite, du moins. Et puis, j'ai vu cette souffrance des gens. Et donc, j'ai suivi Christian Estrosi. J'ai suivi cette équipe qui était vraiment bien au départ. Et puis, avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui ne m'allaient pas. Parce que moi, je suis amoureux de quelque chose en France, que tout le monde devrait avoir. C'est l'article 1er de la Constitution de la Ve République. Et qui dit qu'on est tous égaux. Et qui dit qu'on ne cherche pas à diviser les Français. Et qui dit qu'on peut ne pas être d'accord. Rudy, je l'aime bien, je veux dire, on a siégé ensemble pendant 4 ans. On ne va pas se vous voyez aujourd'hui, je veux dire, c'est pas le problème. Il ne faut pas faire de vouvoiement de façade. Ce que vous voulez dire, c'est qu'à un moment, l'UMP et la majorité parlementaire, avant l'élection, a pris une tournure qui ne vous convenait pas, c'est ça? Monsieur Migou, ce n'est pas l'UMP. Moi, quand je parle pas à un mur. Le débat sur la laïcité, c'était l'UMP. Non, mais je parle à un homme. Moi, j'ai suivi un projet. Et puis, j'ai découvert ce que j'ai découvert. J'ai découvert qu'on se faisait uniquement plaisir. J'ai découvert qu'on dépensait l'argent des autres sans compter. Et puis, le 13 avril, 500 000 €. 500 000 € qu'on va mettre sur les routes pour peindre en bleu, pour dire « je suis le seul en France à avoir peint en bleu ». Et puis quand j'ai pris cette position, je m'attendais honnêtement à avoir un maximum d'élus avec moi qui me disaient « Marouane, tu as raison, trop c'est trop ».
Et puis là, c'est mon ami Rudy Sall qui est venu vers moi et qui m'a dit, je ne partage pas ce que tu dis. Je lui dis, Rudy, dis-moi que tu partages les 500 000 euros sur les routes. Dis-moi que tu es d'accord qu'on jette 500 000 euros sur les routes Monsieur Boulonnine, et qu'on les enlève aux associations. Monsieur Boulonnine, il va vous répondre, Rudy Sall. La question aussi, c'était, on a compris ce que vous dites, mais pourquoi le MoDem? Alors, le MoDem, parce que je crois que François Bayrou, il faut lui reconnaître une chose, c'est que c'est un homme intègre. Et qu'il a toujours dit que lui, c'était au centre, parce que, encore une fois, cette barrière, elle est complètement imaginaire. François Bayrou avait raison sur une chose, c'était le premier et le seul à nous avoir alertés sur la crise de la dette. C'était le premier et le seul à avoir parlé aujourd'hui, la chose qui m'intéresse le plus. On peut tout oublier, mais moralisons la vie publique. Mettons de l'ordre dans la vie publique. Cessons ces gens qui viennent engager leurs femmes comme attachées parlementaires, leurs gendres, leurs copines, leurs trucs. Arrêtons. Question complémentaire. Arrêtons. Il y a des gens qui souffrent. J'ai compris. Question complémentaire, Marwan Boulonnine, parce que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, qui voudraient voter pour vous, doivent le savoir. Est-ce que vous approuvez la position prise individuellement par François Bayrou au second tour, qui était de voter pour François Hollande? Individuellement, j'ai bien dit, c'était pas un appel, mais il a voté au second tour François Hollande. Vous savez que quand on s'engage en politique, et quand on s'engage à représenter son pays, parce qu'être député, c'est représenter son pays et défendre son pays. Mon seul parti, moi, c'est mon pays, c'est la France. Il faut faire la part des choses. Ça m'aurait beaucoup gêné si François Bayrou avait appelé à voter de façon massive pour le candidat contre M. Sarkozy. Mais sa position individuelle, vous la contestez? La position individuelle ne me gêne pas. Nous sommes des hommes et des femmes libres. Et demain, je l'ai dit à François Bayrou. Je lui ai dit, François, ne me demandez pas de dire oui à tout. Je suis un homme libre, je resterai libre. Et c'est pour ça qu'il faut construire un centre libre et indépendant. On termine avec vous. Il y a un deuxième tour, Christine Dorégeau, Rudy Sall. Est-ce que vous prendrez position? Je serai au deuxième tour, monsieur Migou. Non, il y a un deuxième. Oui, mais c'est pas ça la question. Il y a un deuxième tour, Rudy Sall, Christine Dorégeau. Est-ce que vous prendrez position? Je serai au deuxième tour, monsieur Migou. On ne voulait pas répondre. C'est pas grave. On continue donc, Rudy Sall. Donc, est-ce qu'il y a une situation dans cette circonscription ou même au niveau départemental, on va élargir, de la droite et du centre complexe? Non, pas du tout. Je suis le candidat de la droite et du centre. Il n'y en a pas un autre. Je voudrais dire d'abord deux choses. La première à monsieur Nofri. Si M. Hollande est aujourd'hui président de la République, il peut remercier le Front National. C'est faux, vous le car les 2 millions de bulletins blancs étaient 2 millions de bulletins roses. Monsieur Nofri, je ne vous ai pas interrompu, alors vous me laisserez terminer. C'est la courtoisie de ce genre de débat, n'est-ce pas? Et donc, si aujourd'hui M. Hollande est président de la République, c'est grâce à vous, c'est grâce à Mme Le Pen, ce qui va d'ailleurs à l'encontre de tout ce que vos électeurs ont souhaité. En tout cas, les reports de voix dans le département des Alpes-Maritimes se sont faits de façon impeccable parce que les électeurs, eux, ne s'y sont pas trompés. Deuxièmement, pour répondre sur la question du centre. Monsieur Migou, j'ai siégé pendant 25 ans à l'UDF. J'ai connu ce parti avec 220 députés à l'Assemblée nationale. J'ai soutenu M. François Bayrou en 2007 et j'ai organisé sa campagne. J'étais même un des responsables de sa campagne lorsqu'il a fait 18% des voix. Et au lendemain du premier tour, j'ai décidé que nous ne pouvons pas continuer ensemble parce qu'à l'époque, il avait dit « je ne voterai pas Nicolas Sarkozy ». Or, le centre-droit et la droite ont toujours fait alliance depuis que l'UDF existe. Et cette année, il est encore allé même un peu plus loin puisqu'il a dit « je voterai pour François Hollande ». Mais je remarque qu'en 2007, il a fait 18% des voix. En 2012, il a fait 9% des voix. Et avec la position qu'il a prise en faveur de François Hollande, eh bien, il va faire moins de 5% des voix. Et je vais vous dire, dans les cantonales qui se sont déroulées, je vois Lauriano Azinerina qui est conseiller général, le candidat du MoDem a fait 3% des voix. Alors vous savez, qu'on ne vienne pas me donner à moi des leçons de centrisme dans ce département, je n'en ai pas à recevoir, surtout de la part de quelqu'un qui vient d'y adhérer, ou je ne sais pas s'il y a adhéré en tout cas, qui n'a jamais montré une quelconque attirance vers le centrisme et qui n'a jamais milité comme je l'ai fait pendant de si nombreuses années, au sein d'un centre droit qui était clair, qui ne laissait pas dans la stratosphère ses points de vue, mais qui disait clairement ce qu'il faisait et qui assumait ses responsabilités. Dernier point sur lequel je voudrais que vous répondiez, est-ce qu'il y a un malaise au sein de la majorité municipale plus large que le seul cas de M. Bouloudnine? Mais non, il n'y a aucun malaise dans la majorité municipale. Aucun malaise. M. Bouloudnine est complètement isolé à l'intérieur du conseil municipal. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le jour où il a voté, avec la gauche d'ailleurs,
contre une mesure qui avait été présentée par le Conseil communautaire. Mais c'est une stratégie. 500 000 euros jetés par les fenêtres. Je ne vous ai pas interrompu. C'est 500 000 euros jetés par les fenêtres. C'est une stratégie pour exister. C'est honteux. Il se trouve que ça fait flop, mais c'est son problème. Gaël Nofri, je reviens. Oui, ne vous inquiétez pas, Mme Dorejo, je reviens. Il faut que je tienne compte un petit peu des temps. Gaël Nofri, vous avez un petit peu de retard. Je voudrais répondre à M. Rudissal sur la question du Front National qui aurait fait passer M. Hollande. Je crois, M. Rudissal, que répéter 100 fois un mensonge, vous savez, ça ne le rend pas vérité. Marine Le Pen a dit qu'elle laissait ses électeurs libres. Moi, je pense que les électeurs sont intelligents. Je sais que vous avez pris l'habitude en 24 ans de croire le contraire. Ce n'est pas mon cas. Je crois que si Nicolas Sarkozy a perdu, c'est peut-être aussi parce que votre bilan n'était pas bon. Je crois que si Nicolas Sarkozy a perdu, c'est peut-être que malgré le rejet fort, massif de la gauche dans ce pays, il y avait le sentiment que les promesses de 2007, vous les y avez trahies. Vous les aviez trahies, vous avez été le premier à les trahir. En 2007, vous avez créé le nouveau centre et vous avez annoncé « Nous allons influencer l'UMP ». Il y a encore une vidéo de vous au congrès du nouveau centre. « Oui, nous allons influencer l'UMP ». Ben oui, vous l'avez influencé au centre. Vous l'avez influencé au centre avec le résultat que l'on connaît maintenant. Donc, soyez modeste, assumez votre bilan. Gaël Nofri, vous me répondez très rapidement parce qu'il faut qu'on fasse une petite manipulation pour aller sur Internet. Oui. Très vite, vous me dites, est-ce que vous pensez qu'il faut qu'il y ait ici, dans le département, des discussions entre l'UMP et le Front National? Il faut d'abord qu'il y ait un accord sur le fond. La question, c'est l'accord sur le fond. 1, sur l'avenir européen. 2, la question sur la forme. Est-ce que l'UMP continuera à appeler à voter communiste comme ils l'ont fait dans le 3e canton des Alpes-Maritimes, dans le 3e canton de Nice, plutôt que Front National? Tant que l'UMP préférera voter communiste ou socialiste, ils auront choisi leur camp et nous aurons choisi le nôtre. Voilà, on fait une petite manipulation pour se retrouver sur Internet. À ceux qui ne nous suivraient pas donc sur le site La Voix est libre Côte d'Azur, je donne rendez-vous samedi prochain pour un débat sur la 8e circonscription du Var. C'est celle de Draguignan. Et pour ceux qui nous suivent sur le site La Voix est libre Côte d'Azur.fr, je dis à tout de suite. Voilà, on se retrouve donc sur le site lavoixestlibre-côte-d'azur.fr. Vous en avez maintenant l'habitude, on prolonge une petite dizaine de minutes. On va terminer là-dessus. On va surtout maintenant évoquer quelques enjeux de politique nationale. Christine Dorejo, vous avez pas mal de retard, donc on va reprendre avec vous. Donc ça se voit sur toutes vos affiches. Hein, vous dites donner une majorité au président. Bon, le message est clair. La question que je voudrais vous poser est la suivante. En 81, il y avait eu 2 députés socialistes dans les Alpes-Maritimes, Max Gallo et Jean-Hugues Colonna. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est possible là aujourd'hui, ou alors est-ce qu'il n'y a pas un contexte complètement différent avec un principe de réalité qui est là tout de suite devant vous, un petit peu comme un principe qui est incontournable, et peut-être, on l'a vu déjà le soir de l'élection, un enthousiasme un petit peu plus modéré qu'en 81. C'est pas tout à fait le même contexte. Est-ce que vous pensez qu'il faut avoir des députés quand même? Bien écoutez, je pense que ce sera le 3e député, effectivement, pour la 3e circonscription. Et je serai cette députée. Effectivement, il y a une dynamique qui s'est enclenchée autour de la candidature de François Hollande. Et je rappelle quand même que les Verts, les écologistes, le mouvement de Jean-Pierre Chevènement, mais bien au-delà, avec d'autres partis de gauche, voire du centre, ont travaillé avec nous et à cette victoire de François Hollande. Juste un mot, pour revenir quand même sur ce qui a été dit, le Front National peut remercier quand même Monsieur Sall et la majorité locale, parce qu'il y a 15 ans, le Front National était à 5%, aujourd'hui ils sont à 22%. À force de courir après, Monsieur Sall, attention, vous allez vous prendre les pieds dans le tapis. Donc, pour en revenir effectivement sur cette candidature et sur le fait qu'on risque d'avoir un député pour la droite, je crois que le peuple de gauche aujourd'hui, sur Nice, est rassemblé. Je crois que l'ensemble des électeurs ont envie que cela change. Il y a des grands projets, il y a de grands dossiers à mener. On a l'emploi qui est au cœur même du projet de François Hollande. On a besoin d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. On ne pourra pas rester reclus ici. Il va falloir qu'on aille à l'intérieur de ce fameux château. Vous savez, c'est un petit peu ça ici. Il faut mettre un coup de canif, une fois de plus, comme ça a été fait déjà, d'ailleurs, au municipal, un petit peu par la gauche, je crois, sur le département et sur la ville. C'est-à-dire qu'il va falloir rentrer
en force dans le département et sur cette ville. Et je serai sur la 3. On parlait tout à l'heure avec vous, donc là on va reparler un petit peu de politique nationale. On parlait tout à l'heure des dossiers, vous disiez qu'il fallait qu'il y ait quand même un certain minimum de rapprochement sur les grands dossiers entre le PS et le Front de gauche. Le SMIC par exemple. Là, il y a sûrement un coup de pouce là, qui va être annoncé. Le mot coup de pouce, c'est le mot qui est généralement habitué. On risque d'être quand même très très loin des 1 700 € voulus et souhaités par le Front de gauche dans le programme de l'élection présidentielle. Quel est votre avis là-dessus ? C'est effectivement un petit coup et un petit pouce. Donc ça ne suffit pas. Parce que si on s'en tient à ce que propose M. François Hollande, on arriverait à une somme inférieure aux 1 700 € que nous réclamons maintenant au bout de 10 ans. Donc c'est tout à fait insuffisant. Donc la question concrète quand même qu'on peut se poser, que des gens peuvent se poser, demain il va y avoir sûrement des députés Front de gauche. Je l'espère. On va être donc, vous dites, très loin des 1 700 € que vous prôniez. Vous allez voter avec le PS ? Alors, c'est la raison pour laquelle, vous mettez vraiment le doigt sur le problème, c'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait le plus grand nombre de députés Front de gauche élus à l'Assemblée nationale, tout simplement pour influer, avoir du poids sur la politique du Parti socialiste, qui est déjà une bonne politique, qui va dans le bon sens, effectivement. Rien à voir avec la politique austéritaire menée jusqu'alors par M. Sarkozy et la bande du Fouquet's, soutenue en cela par l'Union européenne et les marchés internationaux. Donc on est déjà dans le bon sens. Ceci étant, il y a une réelle nécessité à aller beaucoup plus loin et à aller beaucoup plus vite et à refonder véritablement le système. Parce que les socialistes ont bien compris, effectivement, qu'il fallait... ils ont fait un bon petit pas en avant en percevant les limites du système, mais en ne s'attaquant pas aux racines du mal et simplement en polissant bien les coins pour les rendre moins anguleux. Donc c'est déjà une bonne chose, c'est l'accompagnement social du Parti socialiste. Ceci étant, nous voulons enfoncer le clou et véritablement faire un grand pas en avant, marcher d'un pas vigoureux avec le projet de notre programme du Front de gauche qui s'appelle l'Humain d'abord et qui propose cette refondation complète du système. Et la refondation complète du système, si elle n'est pas là au bout de 2 ans, 2 ans et demi, qu'est-ce qui se passe ? Au bout de 2 ans, 2 ans et demi, c'est-à-dire ? Dans 2 ans, 2 ans et demi. Vous n'allez pas attendre éternellement. Écoutez, je crois que la situation est assez grave et que le peuple prendra ses responsabilités. De toute façon, les politiques austéritaires sont arrivées à leur terme. Elles ont prouvé leur inefficacité totale. Il faut donc en finir et il faut donc changer. Peu ou prou, vite ou moins vite, mais de toute façon, la révolution citoyenne est en marche. Et un jour ou l'autre, c'est bien cette affaire-là qui sera dominante. Rudissal, on a vu, là, il commence à y avoir un petit peu des tiraillements entre François Fillon, Jean-François Copé. Ça se dit depuis quand même pas mal de temps au sein des élus de droite. Est-ce qu'il faudra vraiment qu'il y ait une recomposition de la droite, notamment vers un aspect plus centre-droit ? Mais de toute façon, la réorganisation de la droite, si elle doit se faire, elle se fera après les élections législatives. Je veux dire que l'ensemble des formations politiques sont en droit de s'interroger sur la façon dont elles s'organisent. Et je pense qu'effectivement, il faudra que le centre-droit puisse se faire entendre davantage pour avoir une formation, une majorité ou une opposition plus équilibrée entre la droite et le centre-droit, de façon à ce que les thèmes soient beaucoup mieux portés qu'ils ne l'ont été. Je voudrais simplement dire que tout à l'heure, effectivement, M. Nofri, nous avons pesé, puisque la règle d'or budgétaire en particulier, c'est une proposition qui a été faite par le Nouveau Centre, qui a été refusée ensuite par le Parti Socialiste, mais qui a été reprise évidemment par l'UMP et par M. Sarkozy. Je voudrais dire aussi, Monsieur Nofri, vous êtes gentil, je ne vous ai pas interrompu, soyez gentil. Par ailleurs, sur un certain nombre de thèmes sur lesquels vous êtes toujours très préoccupés, eh bien, figurez-vous que je le suis aussi. J'ai fait passer une loi qui a été à mon origine, qui a été portée par moi, qui a été une loi pour protéger le drapeau français et la Marseillaise. Je me souviens très bien à l'époque où pendant un match France-Algérie au Stade de France, la Marseillaise avait été huée. J'ai déposé effectivement un texte qui est aujourd'hui la loi française et qui fait que vous êtes condamné par la justice si vous insultez la Marseillaise ou le drapeau national. C'est moi, voyez-vous, qui l'ai déposé et c'est moi qui l'ai fait passer. Je voudrais dire aussi, pour les mesures qui sont portées aujourd'hui par le
gouvernement, on est en droit de s'interroger. La retraite à 60 ans, combien ça coûte et comment fait-on? C'est une mesure... Non mais attendez, je veux savoir, tout le monde s'interroge, comment on va recruter 60 000 fonctionnaires? Qui va payer? Mais bien sûr, qui va payer? Qui a supprimé les gendarmes? 12 000 Madame, policiers. je ne vous ai pas interrogé, je ne vous ai pas interrompu, Mme Dorégeau. Respectez le temps de parole de chacun. Voilà, soyez assez aimables pour qu'il en soit ainsi. Donc, sur l'ensemble des propositions, une autre mesure qui est proposée par Mme Taubira depuis lundi dernier, la suppression des tribunaux correctionnels pour les mineurs de 16 à 18 ans. Eh bien, je peux vous dire que oui, bien sûr, Mme Grac, heureusement, mais voyez-vous, pour lutter contre la délinquance, il y a la prévention, mais il y a la répression. Or, vous enlevez le volet répressif, eh bien, je peux vous dire qu'un certain nombre de voyous aujourd'hui savent s'en souvenir et en tenir compte, et nos policiers ont le plus grand mal à pouvoir se faire respecter. Alors, la réponse de Christine Dorégeau, et on termine avec Gaël Nofri et Marouane Bouloudine. Non, ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir qu'effectivement, Rudy Sall a beau essayer de courir après le Front National, mais vraiment depuis quelques années, ça s'accélère. C'est pour ça que je disais, monsieur Sall, attention de ne pas se prendre les pieds dans le tapis. La foulée est petite, mais j'avoue qu'effectivement, à ce rythme-là, le Front National continuera, si nous ne sommes pas vigilants, à continuer de progresser. Vous savez à quel point nous dénonçons un certain nombre de mesures et son idéologie. Tout à l'heure, vous avez dit que tout ça est financé. Vous confirmez ? Tout à fait. Vous savez qu'actuellement, il n'est pas question que ce soit la retraite à 60 ans pour l'ensemble. Il est question de dire à ceux qui ont leurs 41 annuités de pouvoir partir à la retraite en ayant intégré d'ailleurs le congé maternité. On n'a pas beaucoup parlé de la parité des femmes, etc. Enfin, j'en dis aussi un mot. Et c'est une véritable égalité. Et toutes ces personnes-là qui ont commencé jeunes à travailler pourront partir, effectivement, dès le mois de septembre, si les dispositions sont prises, et je pense que c'est une mesure de justice. Et une fois de plus, François Hollande, comme il le fait depuis le début de son mandat, met en application, définit, comme il l'a fait à l'international, un certain nombre de priorités, et je m'en réjouis. Et si effectivement, il y a eu certaines réformes qui sont proposées au niveau de la justice, je m'en réjouis, monsieur Sall. Alors continuez de courir après le Front National, on verra ce qu'il en sort. On termine avec les deux derniers candidats, comme ça on sera à peu près correct au niveau des temps de parole. Gaël Nofri, est-ce que vous partagez la prise de position de Marine Le Pen là, qui a été cette semaine, en disant que pourquoi pas éliminer un certain nombre de candidats ou PS ou UMP en fonction de leur probité. Enfin, c'est ce qu'elle a dit, avec des choix un petit peu au cas par cas. Il y a évidemment, l'élection d'un député, c'est l'élection d'un homme. Et effectivement, la personnalité ou d'une femme, c'est un terme générique, un homme, dans la langue française. Donc d'un homme ou d'une femme en fonction de ses capacités, de son honnêteté, de sa probité, effectivement. Mais ce que je voudrais dire à M. Rudy Sall, qui m'explique que le nouveau centre a pesé sur l'UMP, oui, c'est bien ce que je lui reproche. Ce n'était pas du tout les thèmes et les valeurs pour lesquels Nicolas Sarkozy avait été élu en 2007. Et puis, le nouveau centre, c'est quoi? 1%? 2%? On ne pourra même pas savoir, vous n'avez pas osé aller à l'élection tellement que vous en aviez peur de ce scrutin. Et effectivement, vous avez pesé de façon disproportionnée. Vous parlez de la règle d'or, M. Rudy Sall. Mais qu'est-ce que vous auriez été bien avisé de la mettre en place, ou en tout cas de l'appliquer, à défaut de la faire voter, de l'appliquer dans votre vie, dans vos votes. Vous avez fait le record de déficit. Vous êtes la mandature où il y aura eu le plus de déficit de l'histoire de France. Mais c'est une réalité, vous pouvez dire non 100 fois, ça n'en restera pas moins une réalité, monsieur Rudy Sall. Vous avez, en 10 ans, vous avez fait partie de la majorité pendant 10 ans, plus 45% d'agressions sur les personnes, c'est une réalité. Moins 15 000 personnes dans les forces de l'ordre, c'est une réalité, c'est votre bilan. Non mais, le problème c'est que vous arrivez et on dirait que vous venez d'arriver en politique. Merci. Ça fait 24 ans. Proposition plutôt que de critiquer celle des monsieur, autres. J'en ai entendu aucune. Nous avons un programme et vous insultez les 6 400 000 électeurs qui ont voté pour Marine Le Pen en leur faisant croire qu'ils n'ont voté pour rien du tout. Ils ont voté pour des propositions concrètes. On termine parce qu'on n'a plus de temps avec Marouane Bouloudine. Il y a une question aussi que je voulais vous poser, Marouane Bouloudine, toujours par rapport à la conception que vous avez du centre. François Bayrou a récemment dit qu'une cohabitation ne serait pas bonne pour la France. Est-ce que c'est également votre avis et pourquoi? Je pense que ce serait la pire des choses. Il faut des hommes et des femmes libres qui choisissent uniquement l'intérêt général et pas du tout l'intérêt particulier. Moi, pour finir, je voulais dire pourquoi je me suis engagé dans cette affaire. Rudy, en toute amitié, je te recommande ce livre parce qu'il te cite. Il dit que tu aurais utilisé de l'argent des CL pour faire tes vœux.
Je te recommande de voir si tu... Oui, en la page 284. Monsieur Bouloudine, pour dire, je vous prie d'arrêter parce que vous savez, le tribunal correctionnel, ça pourrait vous connaître. Non, je vous ai dit juste qu'il y avait un livre. Oui, on est en démocratie, je vous ai alerté. Vous faites la politique du caniveau, je vous en félicite pas, vous savez. Pas du tout. Vous êtes pas une première dans... Nous sommes en démocratie. Ce ne serait pas une première dans l'histoire de j'essaierai de faire en sorte de la sauvegarder. Ce ne serait pas une première dans l'histoire de votre Monsieur famille. Salle, je vais vous appeler Monsieur 20%. Je vais vous appeler Monsieur 20%. Parce que le système, écoutez-moi bien mes chers compatriotes, écoutez-moi bien. Le système Sall-Estrosi, si vous conduisez Monsieur Salle, c'est plus 20% d'augmentation de vos impôts locaux. Monsieur Salle, c'est plus 20% d'augmentation des impôts locaux. Et vous avez voté tous les budgets, Monsieur Bouloudine. Tous les budgets. Pas tous, j'ai sorti la liste. D'accord. Tous les budgets. Donc, vous le saurez. Oui. Maintenant, vous le savez. Vous pouvez voter, faire ce que vous voulez. Mais Monsieur Salle, c'est Monsieur 20% d'augmentation de vos impôts. C'est la ruine des gens. C'est la faillite de la ville. Si on continue, tous ces grands travaux qui sont là juste à la gloire d'un seul homme. Moi, je m'élèverai contre ça, je protégerai. Moi, je serai le monsieur anti-gaspi. Merci, lui, c'est le monsieur 20%. Un mot, Rudy Sall, parce que c'est une accusation, on ne peut pas terminer là-dessus. Vous répondez et on termine. Oui, je dis que la calomnie et le mensonge ne font pas un programme. Et si c'est ce que propose monsieur Bouloudine, je lui en laisse la responsabilité. En tout cas, la politique de caniveau n'a jamais été ma tasse de thé. Merci à tous les 5 d'avoir participé à ce débat. On se retrouvera donc samedi prochain pour un autre débat sur la 8e circonscription du Var. C'est celle de Draguignan. Très bon après-midi sur France 3. À samedi. Au revoir.